Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, c'est désormais officiel. Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, FPI, est candidat à sa propre succession. Il a déposé ce mercredi 12 novembre son dossier de candidature à la présidence du principal parti d'opposition en Côte d'Ivoire. Il en est de même pour Laurent Gbagbo, l'ancien président qui lui aussi est candidat. Le prix du pétrole a baissé de 25% en 4 mois dans le monde. La forte baisse des cours a des conséquences économiques sur les pays producteurs de pétrole. Nous verrons pourquoi dans ce journal. Les Sud-Soudanais qui ont fui la guerre sont exposés aux caprices de la nature et aux angoisses de conditions de vie difficiles. Réfugiés en Éthiopie, certains centres d'accueil aménagés pour eux sont saturés et sont fréquemment inondés. Mais avant de développer ces titres, une charte de transition a été validée, mais pas encore signée au Burkina Faso. Un consensus sur la transition a été trouvé ce jeudi soir à Ouagadougou, après 5 jours de négociations. Un Conseil national de la transition, CNT, autrement dit une assemblée de 90 membres, va être mis en place. Une fois la charte signée, un calendrier va s'enclencher. Première étape, le processus de désignation du président de la transition issu de la société civile. Le chef de gouvernement travaillera ensuite sur la constitution d'une équipe de 25 personnes. Pascal Affi-N'Guessan est candidat à sa propre succession. La semaine dernière, des pro-Gbagbo avaient déposé au nom de l'ancien président Laurent Gbagbo, détenu par la Cour pénale internationale, la CPI, sa candidature devant les instances du principal parti d'opposition ivoirien. Analyse de la situation au sein du FPI avec Alafé Wakili, directeur de l'intelligent d'Abidjan. Aujourd'hui, il y a une guerre des héritiers de Gbagbo, mais à la différence du PSI et du Fouboigny, qui était déjà mort, Gbagbo est vivant. Et de son vivant parce qu'il n'a pas su organiser sa succession, parce qu'il a été contraint à partir du pouvoir. Il est aujourd'hui à la haie. On assiste à cette situation qui préfigure de ce qui pourrait être, après le départ d'Oufou, la situation du PDCI dans l'après-décennie et aussi la situation du RDR dans l'après-Ouattara. Et c'est cette difficulté de l'après-fondateur que nous avons vu au Burkina qui nous a conduit à cette situation que l'on constate. Les prix du pétrole poursuivent leur chute sur le marché mondial depuis juin 2014. Ils ont perdu 30% de leur valeur, une baisse qui pourrait affecter les économies des pays africains importateurs, notamment ceux qui sont trop dépendants des exportations de pétrole, comme nous l'explique Birama Saounera. Les prix du pétrole ont perdu environ 30% de leur valeur sur le marché international depuis qu'ils ont commencé à baisser en juin 2014. Une baisse qui s'explique par plusieurs facteurs, notamment la crise financière qui a sévi en Europe et qui continue à impacter la croissance de certains pays, mais également par un déséquilibre entre l'offre et la demande. D'abord, sur le plan de la consommation, les prévisions économiques sont de moins ce qu'on a d'habitude. Vous avez par exemple un pays comme la Chine, qui était toujours à un taux de croissance de 9%, qui n'est qu'à 6,7% depuis le début de cette année. Et donc, cet essoufflement-là, du point de vue de la consommation de pétrole, joue mécaniquement sur la valeur du pétrole. En Afrique, les pays producteurs de pétrole représentent 8% des réserves mondiales de pétrole brut et 10% de la production globale. En 2013, la production de ces pays a atteint 9,4 millions de barils par jour. Aujourd'hui, l'effondrement des prix du pétrole sur le marché international réduit sensiblement les recettes de ces pays africains, producteurs et exportateurs. Vous avez en général tous les 5-6 grands producteurs, Nigeria, Angola, Algérie, vous avez le Gabon, vous avez les 2 Soudans. Eh bien, c'est un peu plus des pays qui, fortement financés par les recettes du pétrole, vont connaître finalement une sorte de baisse drastique de leurs recettes. Et cela peut jouer fortement sur les projets qu'ils avaient, notamment en termes d'infrastructure. Pour les 42 pays africains importateurs de pétrole, le cours actuel du brut pose problème. Bon nombre de ces pays africains importateurs de l'or noir adoptent des mesures à court terme pour atténuer l'effet immédiat du coût élevé du pétrole sur leurs économies et surtout sur les consommateurs. Une réunion de l'OPEP est prévue le 27 novembre prochain pour discuter d'une éventuelle réduction de la production mondiale.
Économie toujours, le Rwanda figure parmi les économies les plus compétitives du continent, notamment grâce à ses efforts visant à assainir le climat des affaires. Cependant, l'implantation des entreprises étrangères n'est pas chose aisée. Le pays des 1000 collines ambitionne donc de simplifier les modalités d'installation de ces dernières. Reportage de notre correspondant au Rwanda, Olive Adjakotan. Améliorer davantage les modalités d'installation des entreprises au Rwanda pour attirer de nombreux investisseurs étrangers est l'ambition des autorités du pays. Divers mécanismes comme un guichet unique d'enregistrement rapide des sociétés grâce aux nouvelles technologies est fonctionnel dans le pays. Nous sommes ici à l'Agence rwandaise de développement où une trentaine d'hommes d'affaires hollandais s'informent sur les potentialités du Rwanda, mais aussi sur les modalités d'implanter leur société dans le pays. Une opération de charme déjà concluante. Nous allons construire des infrastructures éducatives au Rwanda. Nous comptons investir plus dans la formation pratique car c'est très important pour le développement d'un pays. Nous avons découvert beaucoup d'opportunités ici, donc nous allons y investir à travers des entreprises locales. Le Rwanda demeure à ce jour la meilleure destination économique de l'Afrique de l'Est. Il est aussi parmi les économies les plus compétitives en Afrique. Toutefois, certaines difficultés telles que les barrières douanières restent une préoccupation majeure. We still have challenges in terms of non-tariff barriers that limit us. We are a landlocked country and it becomes expensive to transport goods into the country. But we are looking forward to the project of the railway and the pipeline in collaboration with the Northern Corridor. That would bring down the cost of doing business. Le Rwanda a reculé de 14 places dans le rapport 2015 de Doing Business concernant les procédures d'enregistrement des investisseurs pour la création d'entreprises dans le pays. Une contre-performance que les autorités comptent rapidement rectifier en rendant plus dynamique et plus rapide le dit processus. Dans le reste de l'actualité, les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de la CEDEAO sont actuellement en réunion à Abuja, au Nigeria. Il s'agit d'examiner et d'adopter les conclusions et recommandations d'une série de rencontres précédentes sur les problématiques de l'enseignement supérieur, notamment la question liée à la ratification de la Convention d'Arusha sur la reconnaissance des diplômes en Afrique et celle portant sur la Convention de la CEDEAO sur l'équivalence des diplômes. La réunion devra déboucher sur la création de mesures efficaces et communes contribuant à révolutionner la recherche et le développement en Afrique de l'Ouest. De nombreux réfugiés sud-soudanais ont fui vers l'Éthiopie voisin, mais nous verrons qu'ils sont forcés de survivre dans des conditions insalubres, surpeuplées et la plupart du temps au sein de centres inondés. Les précisions de Sally Ganem. Les inondations qui ont ravagé l'Éthiopie depuis fin octobre 2014 ont aggravé la situation des réfugiés du Soudan du Sud. La région de Gambela a accueilli des milliers de réfugiés fuyant les conflits du Soudan du Sud. Les réfugiés ont dû être déplacés pour trouver un abri dans les hauteurs de la ville. Craignant la propagation de maladies d'origine hydrique, le service d'aide humanitaire de la Commission européenne a décidé de collaborer avec le Programme alimentaire mondial pour apporter une assistance aux personnes vivant dans les camps. Nous dénombrons à peu près 47 000 personnes dans le camp de Lakeshore. Ils sont presque tous répartis dans différents domaines. Ainsi, nous pouvons parler des réfugiés déplacés. Nous parlons également d'une crise dans la crise et il est évident que ce n'est pas l'idéal pour accueillir des réfugiés. Nous recherchons activement des solutions à ce problème, mais il y a très peu d'autres sites dans la région de Gambela où ces personnes pourraient être accueillies. Les fonctionnaires essaient également d'évacuer les réfugiés des zones inondées vers de nouveaux camps dans un temps limité. Mais ces efforts restent malgré tout insuffisants. Des milliers de femmes et d'enfants restent toutefois touchés par les inondations. La plupart du temps, nous recherchons un meilleur endroit où rester. Même si nous arrivons à avoir de la nourriture, la vie ici est insupportable. Il y a des problèmes d'inondation, par exemple. Nous avons besoin d'un meilleur endroit où rester et nous avons besoin d'aide. Nous ne pouvons toujours pas retourner au Soudan du Sud car les combats s'y poursuivent.
Rappelons que l'Éthiopie héberge plus de 645 000 réfugiés du Soudan du Sud suite au conflit entre les autorités soudanaises et les rebelles, faisant plus de 10 000 morts. Près d'1 million de personnes ont dû fuir. Le gouvernement soudanais et les rebelles ont signé un accord de cessez-le-feu à l'issue des consultations d'Addis Abeba. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.